très heureux de présenter mes collègues, donc Marie Connolly, Catherine Eck, ainsi que Marc-Antoine, donc qui fut, je ne sais pas s'il est encore, je pense qu'il a terminé sa maîtrise, donc il était un étudiant de maîtrise chez nous à l'UQAM. Donc, en fait, là, ce séminaire fait suite à un travail effectué par Marie, Catherine et Marc-Antoine sur un sujet qui est très important, en fait, depuis quelques années. Donc, on a commencé à travailler là-dessus là, avant la pandémie, mais bon, là, on a vu durant la pandémie à quel point c'est devenu très important. Donc, ça porte sur la modélisation des effectifs dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Donc, on parle beaucoup de pénurie ou de la rareté de la main-d'œuvre et ce sujet donc, qu'ils vont présenter, en fait, arrive à point. Et donc, juste mentionner que ce travail-là faisait aussi partie des travaux du pôle sur la modélisation de l'économie du Québec. Donc, je laisse la parole à Marie, je crois. Oui, merci Nathalie, merci Dalibor pour cette introduction. Donc effectivement, je vais simplement introduire. Dalibor a déjà dit que c'est un travail qui est conjoint avec ma collègue Catherine Hack et notre ancien étudiant de maîtrise, Marc-Antoine Dionne, qui est maintenant rendu à Statistique Canada. Et en fait, dans le cadre de ces travaux, nous avons produit un rapport pour le Cyrano, mais ensuite, Marc-Antoine a continué le travail un peu plus en profondeur et en a fait son mémoire de maîtrise. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est des résultats qui viennent du rapport que vous pouvez trouver sur le site du Cyrano, ainsi que certains résultats qui ont été un peu approfondis dans le cadre du mémoire de Marc-Antoine. Donc, je mentionne ça parce que vous allez peut-être voir des tableaux qui ne sont pas nécessairement les mêmes qui sont dans le rapport. Vous pouvez aller les consulter en regardant le mémoire de Marc-Antoine. Donc, commençons par le début. Donc, on va vous parler de la modélisation des effectifs dans les secteurs de la santé et de l'éducation. En fait, peut-être qu'ici, le terme modélisation est un peu trop fort parce que ce qu'on va surtout faire, c'est se poser comme question les diplômés dans les domaines de l'éducation et de la santé, spécifiquement les sciences infirmières. Est-ce que ces gens-là quittent le Québec géographiquement ou restent au Québec? L'idée étant, là, si on se remet il y a quelques années, on parlait déjà de manque de main-d'œuvre, de pénurie, et on se questionnait beaucoup sur l'exode de nos jeunes diplômés vers d'autres provinces. Donc, on disait, on forme des enseignants, on forme des infirmières, puis elles quittent ensuite la province pour aller travailler ailleurs et ça pourrait poser problème. Donc, avec ce rapport, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? C'est vraiment à regarder, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces gens-là quittent? Et dans quelle mesure? On va voir que, en fait, les gens ne quittent pas beaucoup, très, très peu. Donc, si on a un problème de pénurie ces temps-ci, il ne faut peut-être pas nécessairement aller essayer de blâmer le fait que les gens partent vers d'autres provinces. Il y a probablement d'autres causes à ça. Donc, c'est le gros du travail que vous allez voir aujourd'hui. Donc, c'est Marc-Antoine qui va faire l'essentiel de la présentation. Moi, je vais commencer avec Marc-Antoine, si tu peux aller sur la prochaine diapo. OK, non. Avant-propos, les analyses ont été faites au CICS, au Centre interuniversitaire québécois des statistiques sociales, qui nous a permis d'accéder aux données du recensement, mais particulièrement aux données de la PLEMT. Vous allez entendre parler de la PLEMT sous peu quand Marc-Antoine va prendre la parole. Moi, je vais commencer par vous montrer juste une petite information qui vient du recensement. Donc, ces données-là, ce graphique-là a été fait à partir des données du recensement de 2016. Et qu'est-ce qu'on a voulu calculer ici? On a pris la population en 2016 et ensuite, on a regardé selon l'âge des répondants. Donc, ici, c'est les gens qui ont de 23 à 65 ans dans la population. Et pour chacune de ces personnes-là, on a regardé qui avait un diplôme donc qui était formé en soins infirmiers, en éducation ou comme préposé aux bénéficiaires.
Et ensuite, on a regardé par taux de rétention, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, parmi les gens qui ont une certaine qualification, quels sont ceux qui travaillent dans ce domaine? Donc, évidemment, on peut faire, par exemple, un bac en éducation, mais se trouver une job complètement différente. Donc, on peut travailler dans le domaine de la publicité, par exemple, avec un bac en éducation, ça pourrait se faire. Et donc, on n'a pas un taux de rétention de 100 %, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les gens qui sont formés dans un domaine qui restent dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'on voit en regardant ce graphique-là? C'est qu'à travers les années, les taux de rétention sont assez constants. Donc, si je regarde, par exemple, les infirmiers qui sont les triangles verts sur le graphique, on commence autour de 25 à 30 ans à des taux d'à peu près 80 %. Donc, environ 8 personnes qui disent avoir un diplôme en soins infirmiers travaillent effectivement comme infirmières. Ce taux est relativement constant jusqu'à l'âge de 55 ans. Et c'est un peu la même chose pour les différentes formations. Donc, c'est la même chose pour les préposés aux bénéficiaires qui sont comme dans le secteur de la santé aussi, mais pas aussi formés de manière aussi de pointe que les infirmières. Et les deux autres séries, donc les ronds rouges foncés, pleins, et les ronds bleus non remplis, ça, c'est pour l'enseignement. Et ce qu'on voit ici, on a eu 2 classifications, enseignement primaire, secondaire. C'est les gens qui sont formés en enseignement et qui travaillent comme enseignants spécifiquement. Donc ça, c'est les ronds, la série plus basse. On est à des taux d'environ 50 %. La série foncée, éducation, là, on élargit un peu le domaine de l'éducation pour tenir compte des gens qui travaillent dans l'éducation de manière plus générale. Donc, ça peut être des directions d'école, ça peut être des enseignants spécialisés, des ressources supplémentaires dans les écoles. Donc, des gens qui travaillent dans les écoles, mais qui ne sont pas nécessairement enseignants. Donc, encore une fois, on voit des taux constants à travers la vie des gens, assez élevés. On pourrait se dire, bon, ça pourrait être un peu plus élevé, mais quand même assez élevé. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de l'âge de 55 ans, il y a un déclin qui se fait. Et ça, c'est les départs à la retraite qui commencent à faire effet. Donc, avant de rentrer dans le plus vif du sujet avec Marc-Antoine, qui va aller regarder qu'est-ce que font les jeunes diplômés sur le marché du travail, juste un point à regarder ici, c'est que si on a besoin d'effectifs en santé et éducation, une chose pourrait être non pas de forcer les gens à travailler plus d'années, mais à faciliter les transitions vers la retraite. Donc, peut-être de ne pas avoir des choix binaires. Est-ce que tu travailles 100 % ou ne pas travailler, mais permettre aux gens en fin de carrière d'avoir du temps partiel, par exemple, ou d'avoir des horaires qui les accommodent mieux pour matcher leur rythme. Donc, sur ce, je passe la parole à Marc-Antoine qui va vous parler des jeunes diplômés sur le marché du travail. Merci beaucoup, Marie. Oui, donc, Marie a touché brièvement sur le sujet. La question de recherche principale sur laquelle on s'est penché, c'était quel est le portrait de la mobilité interprovinciale des diplômés des sciences infirmières et d'éducation au Québec et de l'Ontario. Et la partie qui est un ajout supplémentaire à ce qu'on retrouvait dans le rapport Cyrano, c'est quels sont ses impacts sur leur trajectoire de revenus au cours des premières années après l'obtention de leur diplôme. Concrètement, ce que nous faisons, c'est qu'on va décrire la mobilité géographique des cohortes de diplomation du Québec et de l'Ontario. Donc, on va présenter les cohortes de diplomation de 2010 à 2007 pour les deux provinces. On a identifié combien d'individus se retrouvent dans chacune de ces cohortes-là. Ensuite, on va décrire leur trajectoire de revenus d'emploi dans les années suivant l'obtention de leur diplôme de 2010 à 2017. Ensuite, on va faire un portrait de la mobilité des deux provinces à l'aide d'un modèle logique pour essayer de faire ressortir des tendances générales parmi les individus qui quittent ou qui restent à l'intérieur de leur province d'études. Et puis finalement, on va essayer d'estimer l'impact de la mobilité interprovinciale sur les trajectoires de revenus d'emploi à l'aide d'un modèle FFX. Donc, est-ce que la mobilité a engendré une augmentation, une diminution de salaire? Dans quelle mesure? Est-ce qu'elle est sensible? Est-ce qu'elle est compensée, etc. Nos résultats principaux, tout d'abord, c'est que, Marie l'a dit, la mobilité des diplômés du Québec est nettement inférieure à celle des autres provinces. On va voir que c'est vraiment deux ordres de magnitude complètement différentes entre les différentes provinces. On va voir que le Québec, pour les diplômés des sciences d'éducation et des sciences infirmières, est généralement beaucoup moins mobile que l'Ontario. Ensuite, on va voir que les différences salariales
dans les échelles de salaire entre les deux provinces ne sont pas simplement des différences de salaire, se traduisent aussi par des différences de revenus d'emploi. Donc, on va voir que les individus qui quittent la province, leur province d'études vont habituellement avoir une augmentation de leur revenu d'emploi, qui est probablement aussi le résultat de leur revenu, de l'augmentation de leur échelle salariale. Ça, c'était le point 3. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que cet effet-là, cette augmentation de revenus-là, dans le cas des diplômés du Québec, n'est pas supérieur aux différences dans les coûts de la vie dans les autres provinces. On pense entre autres au logement. Donc, la différence de salaire va être principalement compensée par les différences au niveau du coût de la vie. Puis finalement, on a couplé tous les individus diplômés des programmes au Canada pour pouvoir identifier où est-ce que les diplômés de l'Ontario et du Québec allaient, combien allaient s'établir en Ontario, combien allaient s'établir au Québec depuis le reste du Canada. Puis on est capable d'avoir un portrait de est-ce que le Québec sort gagnant ou perdant de la mobilité interprovinciale. Puis on constate rapidement que le Québec, en fait, bénéficie de la mobilité interprovinciale des diplômés en sciences de l'éducation et en sciences infirmières. Oui, donc voilà, c'est la mise en contexte. C'est une idée très répandue que les différences d'échelle pour les professions d'enseignantes et d'infirmières au Québec et la libre circulation des travailleurs entre les provinces entraînerait un exode de nombreux diplômés vers l'Ontario et du reste du Canada, ce qui aggraverait la pénurie qui sévit dans ces milieux-là. Donc, on regarde, c'était un article en fait du Journal de Montréal de 2018 qui est allé à la rencontre de jeunes qui étudient à l'Université du Québec en Outaouais, puis leur avait demandé, des jeunes en sciences de l'éducation, leur avait demandé « Comptez-vous rester au Québec? » Puis les gens qui avaient été interrogés avaient répondu grande majorité oui, donc s'étant suivi un branle-bas de combat, les diplômés du Québec quittaient vers l'Ontario à cause des salaires, etc., etc. C'est ce qui a un peu mené la direction de nos recherches par la suite pour voir si c'était bel et bien le cas. Donc, une petite mise en contexte aussi sur la fameuse mobilité interprovinciale, qui n'est pas simple forcément au Canada, comme c'est souvent le cas dans le contexte interprovincial. Le permis d'enseigner de chacune des provinces au Canada permet d'appliquer pour obtenir le permis d'enseignement dans toutes les autres provinces à la demande de sa détentrice. Ce qui me fait penser, on utilise tout le long de la présentation le féminin pour désigner les diplômés des sciences infirmières et des sciences d'éducation. Ce n'est pas un principe sexiste ou peu importe, c'est simplement qu'on a constaté qu'il y avait en très grande majorité des femmes, donc on a fait le choix éditorial de « on va faire ça au féminin ». Ensuite, le Québec en 2018 et 2019 avait un échelon de départ salarial le plus bas et un échelon de salaire aussi parmi les plus bas. L'échelon maximal qu'il pouvait atteindre était parmi les plus bas de la province et nécessitait aussi le plus grand nombre d'années d'expérience avant d'atteindre l'échelon le plus élevé. Donc, on voit ici que le Québec commence plus bas, après 10 ans et encore parmi les plus bas, et après 15 ans se situe parmi les plus bas et nécessite le plus grand nombre d'années avant d'atteindre cet échelon-là. Pour être honnête, on sait qu'aux tables de négociation récemment, il y a eu un peu un rebrassage des cartes à ce niveau-là, mais on voit qu'il y avait vraiment du rattrapage à faire au sein du salaire des enseignants au Québec. Ensuite, on va se pencher sur la mise en contexte par rapport aux infirmières, un petit peu plus compliqué que les enseignants qui pouvaient simplement appliquer s'il y avait le permis d'études au Québec ou en Ontario, appliquer pour n'importe quelle autre province. Ici, théoriquement, il est censé avoir une libre circulation de la main-d'œuvre, puis c'est garanti par la Constitution, mais pas parfaite dans le cas des infirmières canadiennes parce que l'obtention du droit de pratique est principalement régie par des ordres professionnels dans les provinces et ces ordres professionnels-là ont le droit de fixer leurs propres conditions dans l'émission des droits de pratique. Ce qui fait que dans certains cas, par exemple, au Québec et en Ontario, la reconnaissance des équivalents de formation n'est vraiment pas la même. Donc, ça peut poser problème lorsque, par exemple, un diplômé d'un DEC, d'un diplôme d'études collégiales en sciences infirmières, qui a le titre d'infirmière une infirmière à titre complet au Québec ne peut pas appliquer en Ontario à obtenir le même titre, puisque le nombre d'années d'éducation n'est pas le même et n'est pas reconnu non plus. Qui plus est, en plus, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, l'OIQ, tient son propre examen standardisé en vue de l'obtention du droit de pratique. Puis cet examen-là n'est pas le même que tout le reste du Canada anglais, ni même les États-Unis. Donc, ils ont leur propre examen qui n'est pas forcément réussi par des anglophones. C'est une histoire. Donc, ce n'est pas le même examen, ce n'est pas le NCLEX RN pour devenir infirmière en Ontario.
Finalement, si on regarde aussi les taux horaires, d'emblée sont plus avantageux. Là, c'est un taux horaire versus un revenu annuel, des salaires annuels. On voit que d'emblée, le Québec est moins avantageux que les autres provinces, mais par contre, ce que ça ne tient pas compte, les taux horaires, c'est que ça ne tient pas compte du nombre d'heures travaillées, ça ne tient pas compte non plus des bonis de responsabilité, du temps supplémentaire, qui est un sujet chaud en ce moment au Québec. Donc, c'est pour ça que ça devient important de se pencher sur le revenu plutôt que de regarder simplement les différentes échelles de salaire. Pour ce faire, on a utilisé la PLEMT, la plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail, qu'a présenté Marie tout à l'heure. Cette plateforme-là, c'est une base de données en fait, de couplage qui est relativement récente à Statistique Canada. Elle va aller coupler les informations qui sont contenues dans le système d'information sur les étudiants postsecondaires pour chaque étudiant avec les données longitudinales des fichiers de famille T1, le FFT1 en bon français, pour chacune d'elles. Le CIEP, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe toutes les informations, les codes d'institution, les codes de programme, les caractéristiques démographiques sur toutes les étudiantes inscrites dans les programmes d'études postsecondaires qui sont construites à l'aide des informations fournies par tous les établissements au Canada. Le CIEP est la base de données utilisée par les ministères pour établir leur politique d'éducation, puis sont aussi celles qui sont utilisées pour obtenir du financement pour les établissements d'éducation postsecondaire au Québec. Donc, ils ont un fort incitatif à la garder complète et à s'assurer que tous les étudiants s'y retrouvent. Le FFT1, le fichier des familles, quant à lui, est construit à l'aide d'informations qui sont contenues dans les fichiers administratifs des déclarations de revenus annuels de tous les individus les ayant fournis, qui est un peu là où le bas blesse, puisqu'on sait que des fois, les déclarations de revenus dans les données administratives ne sont pas faites par tous les individus, puis certains individus qui n'ont peut-être pas des revenus assez élevés pourraient ne pas avoir un incitatif à les remplir puisqu'ils ne retireront pas d'argent forcément à la suite de l'exercice. On va donc enchaîner avec la présentation de nos cohortes. On identifie les diplômés dans la PLEMT, dans la base de données qui est couplée du CIEP et du T1FF à l'aide d'un code de classification de programme, le CPE, qui nous permet d'identifier les codes qui sont appropriés pour les enseignants et les infirmières. Une fois qu'on a étudié tous les diplômés de ces programmes-là, on va conserver la dernière observation disponible de chaque individu qui ont obtenu leur diplôme entre 2010 et 2016. Puis on va les regrouper, ces cohortes-là de diplômés entre 2010 et 2016, par province. On va ensuite coupler toutes ces informations-là avec celles contenues dans le T1FF, qui lui, par contre, a de l'information jusqu'à 2017 et avant 2010. Oui, effectivement aussi, je dis avant 2010 parce qu'on va aussi aller coupler les diplômés, on va aller les coupler jusqu'à 5 ans avant l'obtention de leur diplôme avec leurs données de T1FF. Première cohorte, ce sont les cohortes des diplômés en sciences de l'éducation pour les programmes en éducation pour enseigner au primaire, au secondaire, des matières spécifiques, par exemple, enseignants en physique, en histoire, en sciences. On a aussi des orthopédagogues, des spécialistes en éducation spécialisée. Et puis, tout ce qu'on ne retrouve pas dans le terme global de sciences de l'éducation, ce sont par exemple des orienteurs ou les diplômés de gens qui sont dans des programmes de formation afin de devenir directeur ou directrice. Donc, ici, on a les statistiques de la BDSO, qui sont la Banque de données statistiques officielle du Québec, qui est un peu notre étalon mesure sur notre capacité à retrouver les individus. On voit qu'en 2010-2011, on a eu un peu de difficulté à le retrouver. On a, au cours de la recherche, eu l'occasion de parler avec les méthodologistes de Statistique Canada responsables de la PLEMT. La version de la PLEMT qu'on a utilisée pour faire notre recherche, celle de 2019, fin 2019, en fait, était la première qui utilisait un couplage de style probabilistique versus un couplage direct. Donc, même si les statistiques pour les méthodologistes, avaient l'air d'être d'emblée bonnes, certains en désagrégant, on voyait dans certains cas, comme c'était le cas ici en 2010 et 2011 au Québec, qu'on n'arrivait pas forcément à tout retrouver, à faire un bon couplage entre retrouver tout le monde dans la CIEP et dans le FFT1. Donc, on se retrouve avec, pour 3566 diplômés, par exemple, en 2011, on a un parvenait qui a retrouvé 3150 individus dans le CIEP et ensuite, on ne retrouvait que 3050 individus qui avaient et leur CIEP et les données administratives de coupler entre elles. Même chose pour l'Ontario, on voit qu'en 2010, ça a été encore problématique.
Et puis, sinon, oui, d'emblée, sinon le reste, on voit que c'est relativement dans les mêmes eaux. On réussit à en retrouver beaucoup. Et puis, il ne faut pas, comme je l'ai mentionné plus tôt, voir ça comme on n'a pas réussi à les retrouver, ces gens-là. Il se pourrait qu'il y ait une certaine proportion des gens qu'on a retrouvés dans l'assiette qui n'ont simplement pas fait de déclaration de revenus du FFT1 dans ces années-là. Donc, ce qui expliquerait qu'il y ait quand même un écart invariablement entre ces deux chiffres-là. En Ontario, pour l'année 2016, qui était la dernière année de l'assiette disponible, en fait, au moment de la création de la version de la PLEM qu'on a utilisée, la cohorte de 2016 était un peu coupée en deux, donc on se retrouve avec la moitié moins de gens qu'on était supposé retrouver. Et puis les gens qui sont coupés sont en fait souvent ceux qui étaient très mobiles. On va revenir un peu plus loin là-dessus à ce sujet-là. En fait, sinon pour l'attrition au sein des années, donc pour la cohorte de 2010, qu'on retrouvait par exemple dans les années après l'obtention de leur diplôme. Donc, si on a les 5 ans auparavant, on voit que généralement parlant, on arrive à retrouver souvent les gens 5 ans avant l'obtention de leur diplôme. Et puis, on voit que ce n'est pas là où le bas blesse l'attrition à l'intérieur de l'échantillonnage. Donc, on voit qu'on retrouve habituellement beaucoup les gens. Même chose en Ontario, on les retrouve aussi avant. Ensuite, je vais vous parler des diplômés des programmes de sciences infirmières. Dans ce cas-ci, on va présenter les diplômés du baccalauréat en sciences infirmières, mais aussi les diplômés des études collégiales du DEC de sciences infirmières qui ont été retenus. On fait une distinction entre elles parce que souvent, il y a beaucoup d'étudiantes qui vont opter pour faire leur diplôme d'études collégiales pour ensuite aller faire leur baccalauréat. Donc, il y a un pont qui est disponible qui leur permet, au cours de leurs études, de pouvoir travailler. Donc, il y a beaucoup d'individus qui vont faire le choix de suivre ce parcours-là plutôt que de faire 2 ans de pré-universitaire normal au cégep pour ensuite aller faire leurs sciences infirmières. Donc, on va le voir à la prochaine slide. Dans le cas des diplômés des sciences infirmières en Ontario, on a seulement conservé les diplômés des baccalauréats, pas celles des équivalents un peu de techniques qui sont disponibles en Ontario, donc seulement celles qui obtenaient un grade de niveau au baccalauréat universitaire, c'est ça, nécessitait moins, comme je l'ai mentionné plus tôt, moins d'années d'études pour obtenir un baccalauréat en Ontario, puisqu'elles n'ont généralement parlant pas à faire de cégep en Ontario parce qu'il n'y a pas de cégep en Ontario. Donc, voici les cohortes. On voit qu'il y a beaucoup moins d'individus pour les études universitaires pour le baccalauréat qu'on retrouve. D'emblée, on voit qu'encore une fois, 2010-2011, c'est pas fameux. Mais après ça, on retrouve vraiment des chiffres de couplage quand même très, très, très proches les uns des autres. On peut soupçonner qu'on a probablement la très grande majorité des individus. Puis en plus, on les retrouve avec leur fichier de famille. Ensuite, on a le nombre de gens qui sont diplômés d'études collégiales. Donc, on vous les présente ici. Ça, c'est tous les études collégiales confondues. Et puis ensuite, on présente le nombre de diplômés des programmes d'études collégiales, mais qui n'ont pas accompli de baccalauréat par la suite. Donc, on a coupé les années de 2013 à 2016 parce qu'on voulait s'assurer que les gens qu'on incluait ici étaient vraiment celles qui n'étaient pas par la suite en train de faire leur baccalauréat, qui avaient, en fait, même s'ils étaient en train de faire leur baccalauréat, ils n'auraient pas eu le temps de le terminer. Donc, on se retrouve avec vraiment ces individus-là, puis on voit que le couplage est quand même un peu moins intéressant. Ensuite, en Ontario, on voit que le couplage d'emblée est très, très beau. Ensuite, je vais vous parler de la mobilité. Qu'est-ce qu'on veut entendre par la mobilité? Un individu sera considéré comme mobile si, pour une année donnée, dans la province dans laquelle il rapporte résider dans son fichier des familles du T1, n'est pas celle dans laquelle il a étudié. Donc, chaque année est considérée de manière indépendante pour chaque individu. Ça admet des situations où, par exemple, un individu va quitter sa province d'études une année pour ensuite revenir dans sa province d'études l'année d'après. Donc, on a cette possibilité-là dans nos données. Ensuite, on a constaté des limites avec cette dénomination-là de la mobilité. En fait, on a établi une définition de la mobilité nette. C'est une méthodologie qui inclut seulement les individus qui sont allés qui ont étudié dans leur province d'études et qui n'ont jamais rapporté, dans les 5 ans qui précèdent l'obtention de leur diplôme, avoir résidé dans un autre province d'études. Ça a l'air un peu complexe à comprendre, mais la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est si, par exemple, une étudiante de l'Ontario
décide de venir étudier à McGill au Québec, ben avec la mobilité, ici, on va se retrouver avec, on a de la mobilité si elle retourne vivre dans sa province d'études. Avec la mobilité nette, on est capable de capturer ces individus-là qui sont allés faire leurs études dans une autre province pour ensuite revenir dans la leur. Donc, on se retrouve avec une définition un peu plus limitée en fait de ce qu'est la mobilité, puis on identifie vraiment les individus qui font le choix de quitter leur province plutôt que simplement venir étudier. Donc, on arrive aux statistiques de mobilité. On voit que le pourcentage ne demeurant pas au Québec pour chacune des cohortes est extrêmement basse. On voit la cohorte de 2010 ici qui commence à 2 et puis qui, après 7 ans, se termine à peut-être 3,5 %. On voit que la plupart des cohortes suivent un peu la même trajectoire de hausse de quitter peu à peu, mais il y a peut-être eu une légère augmentation dans le cas des diplômés des sciences de l'éducation. On voit qu'il y a peut-être eu une augmentation, mais c'est absolument aucune commune mesure avec l'Ontario qui démarre à 14 %. Donc, ici, on présente vraiment le pourcentage ne demeurant pas au Québec, donc la mobilité simple, pas la mobilité nette. Donc, on admet les individus étant venus étudier. Ensuite, pour les sciences infirmières, ça inclut et les diplômés des études collégiales et universitaires au Québec. On voit que ici, c'est encore plus bas que ce l'était dans la figure précédente. Ce n'est pas la même échelle. On est en demi-pourcentage. Donc, on commençait à 1,5 % et puis on terminait à 3 % ici. Donc, c'est extrêmement bas. Même en Ontario aussi, on constate que c'est plus bas que c'était pour les sciences de l'éducation. Donc, on peut soupçonner que soit ce sont des diplômés qui sont fondamentalement moins mobiles et qui vont pratiquer leurs sciences infirmières ou travailler du moins dans la province dans laquelle ils ont étudié en plus grande quantité que les sciences de l'éducation, ou encore que c'est peut-être un champ d'études où les individus vont être peut-être moins appelés à aller étudier dans une autre province que celle dans laquelle ils résident. Ensuite, on vous présente la mobilité nette des cohortes. C'est en comparant justement le niveau ne demeurant pas au Québec une année après l'obtention de leur diplôme. Ça, c'était ce qu'on vous présentait à la figure précédente. Et puis, on la compare avec 3 années avant l'obtention du diplôme. Donc, la mobilité nette ici sera l'écart qui existe entre ces deux bandes-là dans le graphique. Et puis, en fait, c'est une variable d'analyse plus la mobilité nette, comment elle a été programmée. Donc, c'était la meilleure manière qu'on a trouvé de vous le présenter, cet écart-là qui existe. Puis, on voit qu'au Québec, il y a certes eu une augmentation légère de la mobilité entre 2010 et 2016 au sein des cohortes, une année après l'obtention de leur diplôme, mais elle était souvent très, très faible comparée au niveau de mobilité qu'il y avait à la base dans ces cohortes-là. Mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même une légère augmentation. On ne va pas essayer de vous mentir sur ça. Il y a une légère augmentation, mais en fait, les données sont arrondies à la dizaine aussi pour les règles de divulgation de Statistique Canada. Donc, des fois, une variation de 2-3 individus se traduit par une variation de quand même un gros pourcentage, puisqu'on fait des bonnes dizaines des fois, donc le numérateur peut augmenter beaucoup plus qu'on le soupçonnerait. Donc, on pourrait avoir des augmentations, pas indues, mais qui sont peut-être un peu trompeuses, mais on est obligé pour des règles de divulgation de respecter ces règles-là. En Ontario, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui quittent pour de vrai leur province comparativement au Québec. Le ratio, on voit peut-être que c'est des pourcentages plus élevés, un peu plus volatiles. Donc, mais encore une fois, le point que je veux que vous ressortiez de tout ça, c'est le Québec est beaucoup moins mobile que l'Ontario. Dans le cas des infirmières, c'est encore plus frappant. Tantôt, je vous disais, peut-être qu'ils viennent un peu moins. C'est 1 % quand même de différence. C'est un peu trompeur parce que c'est une échelle très basse. Mais il y a quand même très peu de gens qui quittent. Puis même si on avait à tracer à main levée une ligne ici, on verrait qu'elle serait décroissante. C'est très peu mobile, là, les sciences infirmières. Puis en Ontario, même chose. Là, ici, peut-être qu'il y a encore des plus grandes différences, mais d'emblée, ils sont moins mobiles en Ontario qu'au Québec pour les sciences infirmières. Ensuite, c'était ce que je vous parlais plus tôt, les flux interprovinciaux. En couplant toutes les provinces du reste du Canada des diplômés, on est capable d'aller voir combien de diplômés du reste du Canada sont entrés au Québec et combien, en fait, sont venus s'établir au Québec et combien sont allés s'établir en Ontario. Puis on est capable d'obtenir une figure comme celle-là où les entrants vont être les individus qui, par exemple, vont avoir étudié en Ontario et vont être venus s'établir au Québec. Donc, on voit que tout de suite, il y a un chiffre qui nous saute aux yeux, c'est le nombre de personnes qui quittent l'Ontario pour venir s'établir au Québec.
versus le nombre de sortants, il y a très peu de gens. Là. Ça, c'était les gens, la mobilité nette, en fait, de gens qui quittent ici. Là, on voit qu'elle est largement compensée par le nombre d'individus qui rentrent en Ontario. Et puis, si vous me permettez la petite histoire, les entrants viennent principalement de l'Université d'Ottawa, qui a un nombre considérable de personnes du Québec qui optent pour aller étudier là. Ce qui est un peu ironique, puisque cette université-là est située à 2 km environ à vol d'oiseau de l'Université du Québec à Ottawa, où le Journal de Montréal est allé interroger les étudiants pour savoir s'ils avaient l'intention de venir vivre au Québec, alors que s'ils avaient simplement traversé la rivière, auraient constaté qu'il y a une très grande majorité de gens qui optent de venir s'établir en Ontario, qui optent de venir s'établir au Québec depuis l'Ontario. Si on regarde le pourcentage que ça représente, ce flux net-là, en soustrayant les entrants des sortants, on parle de 7 % de la cohorte de diplômés au Québec qui ne serait en fait même pas formée aux frais de la province de Québec. Donc, on est largement gagnant. Le seul écart qui se ressort, c'est ce que je vous mentionnais au début par rapport à la cohorte de 2016. On voit que le nombre d'entrants est très, très bas. Puis c'était justement la moitié de la cohorte qui manquait pour l'année 2016, mais on verrait probablement en utilisant la nouvelle version de la plainte que la tendance se maintient ici, que le Québec est gagnant. Le phénomène est beaucoup moins... la situation est beaucoup moins rose du côté de l'Ontario. On voit que le flux net est largement négatif et puis que ça représente un très grand pourcentage de leur cohorte, le nombre de personnes qui quittent l'Ontario pour aller soit au Québec ou dans le reste du Canada, mais comme vous voyez, les théories classiques de mobilité de main-d'œuvre, la proximité joue beaucoup. Il y a plus de monde qui revient s'établir au Québec que ceux qui quittent pour le reste du Canada. Ça, j'aurais dû vous le mentionner peut-être un peu plus tôt. Ces chiffres-là, ces entrants-sortants-là se passent 1 an après l'obtention du diplôme dans chacune des cohortes. Donc, on a laissé le temps aux gens qui voulaient quitter de quitter effectivement. Même chose pour les sciences infirmières. On voit qu'encore pour le Québec, c'est des chiffres qui sont plus basses, tellement basses dans le cas des sortants au Québec que pour respecter les règles de divulgation, on ne pouvait pas séparer le reste du Canada et l'Ontario. Donc, on se retrouve à avoir une seule cohorte ici. Et puis, on se retrouve encore avec des flux nets positifs pour le Québec par rapport à la province. C'est quand même des pourcentages qui sont plus faibles, mais on sait que les infirmières les diplômés en sciences infirmières sont moins mobiles que celles des sciences de l'éducation. Même chose pour l'Ontario. Ici, on a fait une espèce de borne supérieure de la mobilité puisqu'on ne pouvait pas différencier ceux qui quittaient le Québec pour aller en Ontario versus ceux qui quittaient le Québec pour aller en Ontario ou le reste du Canada. On a assumé que toutes celles qui quittaient allaient en Ontario invariablement, même si on sait que ce n'est pas le cas. Mais puis on voit que c'est quand même positif pour l'Ontario. L'Ontario a fait un peu mieux dans cette situation que c'était le cas pour les diplômés des sciences de l'éducation. On arrive ensuite aux revenus. On change de chapitre, si vous me le permettez. L'effet saillant sur le revenu, c'est que dans la plainte, on peut observer les revenus d'emploi des diplômés, mais pas quels emplois étaient occupés effectivement par ceux-ci. On a pour ça une indication, ce sont les codes d'industrie SIAN, NAICS en anglais, qui proviennent du TIFF, qui est rempli par l'employeur et qui permet de faire une estimation des adéquations de codes d'industrie, mais ce n'est pas des codes qui sont très précises. Dans le cas ici des sciences de l'éducation, on parle d'éducation au sens large. Donc, on est allé regrouper les individus que pour leur premier emploi, en fait, l'emploi qui leur apporte le plus d'argent et le deuxième, combien d'entre elles rapportaient être dans une industrie qui était les sciences de l'éducation. Donc, c'est approximatif. Puis, il faut aussi tenir compte que les conditions du marché de l'emploi dans les deux professions ne sont pas les mêmes entre les deux provinces. Ça, c'est quoi qu'on constate rapidement en Ontario, surtout dans le cas des sciences de l'éducation. C'est que l'adéquation est beaucoup plus faible, puisque ici, c'est l'inadéquation, que ce qu'on retrouve au Québec. Ça s'explique principalement parce que le salaire des enseignantes en Ontario est tellement compétitif à niveau de diplôme égal qu'il y a beaucoup de diplômes qui ne sont pas diplômés des sciences diplômés qui ne sont pas diplômés des sciences de l'éducation optent pour devenir enseignante. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait diplômé de géographie, qui aurait un baccalauréat en géographie, cette personne-là pourrait appliquer pour devenir enseignante, faire son application pour obtenir son droit d'enseignement, ce que n'importe qui a un baccalauréat peut faire en Ontario, plutôt qu'opter pour travailler dans son domaine, puisque les salaires sont très compétitifs. Donc, sur notre période d'études de 2010 à 2016, il y avait une très, très grande quantité de personnes qui ont fait cette demande-là pour devenir enseignante. Et puis, on s'est retrouvé avec beaucoup de diplômés des sciences de l'éducation qui ne parvenaient pas à trouver de travail. Et puis, ça se maintenait même 7 années après. On voyait des gens qui, oui, ils en trouvaient, mais 43 versus 23, il y avait des gens qui avaient simplement opté pour ne pas
travaillent dans l'industrie générale. Encore une fois, je tiens à le rappeler, ce n'est pas les codes d'emploi, c'est les codes d'industrie. Donc, c'est beaucoup moins précis. Donc, c'est plus une idée. On voit qu'au Québec, fait intéressant, on entend souvent parler de la statistique de 1 sur 4, 1 sur 5 dans les médias. On a tendance à voir ça. Le 1 sur 5, en fait, une enseignante sur 5 va quitter la profession. Après, on a tendance à observer peut-être un peu ça ici avec les niveaux d'inadéquation qui augmentent, mais on ne se risquerait pas à faire de commentaires plus loin à ce sujet-là. Donc, maintenant, je vais vous présenter les tables de revenus médians des diplômés des sciences de l'éducation. On voit que d'emblée, les sciences de l'éducation, les individus commencent avec un salaire beaucoup plus bas en Ontario qu'au Québec. Ceci s'explique probablement par ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la difficulté de trouver un emploi pour les diplômés en sciences de l'éducation. Mais que cet écart-là va rapidement se revirer à la faveur de l'Ontario et puis le Québec va augmenter beaucoup plus doucement que ce qu'on voyait. Fait intéressant, en 2015, dans les tables de négociation publiques, il y a eu une augmentation des échelles salariales des enseignantes et puis de la grande majorité des travailleurs des institutions publiques. Et puis, ça se reflète un peu dans ce qu'on observe ici avec une augmentation plus marquée deux univers qui existent ici dans ce graphique-là. Dans le cas des infirmières, une des choses qu'on constate rapidement, c'est que pour une infirmière qui décide de simplement faire son DEC sans poursuivre au baccalauréat, c'est peut-être pas le meilleur choix qu'elle pourrait faire, puisqu'on voit que l'écart est quand même significatif entre les deux groupes et puis que cet écart-là augmente. On voit que les niveaux, par exemple, de salaire, les échelles de salaire différentes ici se font ressentir en Ontario des salaires qui sont en moyenne plus élevés que celles qui sont observées au Québec, mais que c'est ça, on va revenir sur le sujet, que les niveaux de la vie ne sont pas forcément les mêmes entre les deux. Donc, on arrive à notre approche empirique. Ça, c'est notre modèle logistique qui est basé sur la mobilité simple et nette. C'était pour voir les caractéristiques des individus. Donc, les caractéristiques qu'on va observer ici, c'est le nombre d'années depuis l'obtention du diplôme, donc depuis combien de temps les individus ont obtenu leur diplôme. L'âge au carré, l'expérience de travail des individus, l'année de l'obtention du diplôme pour avoir des effets de cohorte, la langue de l'enseignement principal de l'institution fréquentée. Ce qui est dommage avec la plainte, c'est qu'on n'a pas la langue officielle parlée à la maison. Dans la version de la plainte qu'on a utilisée, cette statistique, en fait, cette variable-là était défaillante, on ne pouvait pas l'obtenir, donc on a dû utiliser un proxy de langue d'enseignement de l'institution fréquentée, puisqu'on n'était pas capable, par exemple, de différencier allophone, francophone, anglophone. Ce qui aurait été extrêmement intéressant pour voir la mobilité, est-ce que les anglophones versus les francophones plus. Et finalement, le sexe de l'individu. Ensuite, on va vous présenter les modèles d'effets fixes pour obtenir l'effet de la mobilité sur le revenu. Donc, on voit les salaires qui seraient dépendants principalement de l'âge et de l'année depuis l'obtention du salaire. C'est un estimateur Witten, donc on ne peut conserver que les choses qui varient, les variables qui ne varient d'année en année. Donc, on va passer ça. Les effets marginaux sur la mobilité. Donc, la première approche empirique que je vous ai présentée. On voit que l'âge étonnamment est négativement associé avec les risques de mobilité pour la mobilité simple. Donc, versus la mobilité nette, en fait, ça serait l'inverse qui serait arrivé. Donc, plus on serait âgé ici, plus il y aurait de chances que, en fait, moins il y aurait de chances qu'on rapporte de la mobilité. Moins il y aurait de chances qu'on rapporte à ne pas résider dans sa province d'études. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au Québec, dans les deux cas, il n'y a pas d'effet de sexe qui se fait ressentir, donc il n'y a pas les hommes qui quittent plus que les femmes. Une des choses qui est le plus significative, par contre, c'est définitivement la langue d'enseignement. On voit que c'est une augmentation de 7 sur les chances de rapporter ne pas résider dans sa province pour la mobilité simple, mais seulement 2 pour la mobilité nette, où plus on a fréquenté des institutions anglophones, plus il y aurait de chances qu'on quitte la province. L'écart qu'on observe en là, ça explique principalement du fait qu'ici, on a beaucoup de gens qui viennent étudier au Québec pour ensuite retourner dans leur province d'études. Et puis, on peut supposer que ces gens-là, habituellement, vont être principalement attirés par les institutions anglophones parce que ça pourrait leur langue maternelle. On voit ici, en fait, que les femmes sont moins susceptibles en Ontario de bouger qu'au Québec, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça, c'est intéressant. Même chose pour l'âge. En fait, on a la relation inverse qui est observée entre le Québec et l'Ontario. Les effets de cohorte, donc l'année de l'obtention du diplôme, on voit que, comme ce qu'on était capable de voir de visu dans les données descriptives, il y a eu une augmentation, si on compare à 2010 à 2016, il y a eu une légère augmentation des chances de rapporter une porosité dans sa province d'études pour les deux types de mobilité.
Alors que l'Ontario, en fait, on verrait quasiment un effet inverse, que la mobilité aurait diminué dans le temps, ce qui pourrait être justement imputable à ce qu'on mentionnait plutôt la surabondance de gens qui souhaitaient devenir enseignants. Ensuite, si on regarde l'année depuis l'obtention du diplôme, ça aussi, on le voyait de visu dans la figure, ça va aller peu à peu en augmentant, plus les gens ont obtenu un diplôme. En fait, le risque que les gens rapportent ne plus résider dans leur province d'études au fil des années augmente parce que de plus en plus de gens vont aller quitter, va avoir un effet de retour relativement faible, on peut supposer, même si on ne l'a pas mesuré directement. Oui. Même chose pour les sciences infirmières. En fait, ici, on va voir que les effets d'âge et encore une fois, ici, on présente les universitaires seulement, ensuite seulement les collégiales, et puis en combinant les deux cohortes, on se retrouve avec encore la langue d'institution très, très significative ici, où les gens qui sont diplômés d'institutions avec une langue de manière prédominante, qui est l'anglais, auront plus tendance à avoir une mobilité élevée. Encore une fois, l'âge n'est pas significatif au Québec, mais cette fois, le sexe, désolé, n'est pas significatif au Québec et ne l'est pas plus non plus en Ontario. Et puis ici, on a encore peut-être des légères augmentations pour les cohortes de 2013-2014, et puis sinon peu de significativité. Puis quand on les combine, on ne voit pas d'effet d'augmentation, d'effet de cohorte d'augmentation de la mobilité. Ce qui est plus le cas en Ontario, on voit qu'il y a de moins en moins de mobilité pour les diplômés pour la mobilité simple, puis pour la mobilité nette, il n'y a rien qui ressortait. Ensuite, l'année d'obtention du diplôme, même chose qu'on voyait, il y a une augmentation au fil des années. C'était surtout un contrôle, cette variable. Ce qui arrive maintenant au sujet intéressant de l'effet du revenu. Donc, est-ce que la mobilité est associée à une augmentation du revenu? On voit qu'avec le logarithme du revenu versus la mobilité, on avait une augmentation de 16% environ du revenu annuel rapporté dans le T1FF associé à la mobilité. Et migrants interprovinciaux, c'est les gens qui quittaient. On utilise une autre terminologie ici, j'en suis désolé. Donc, on voit que c'est associé à 16% d'augmentation lorsqu'on regarde la mobilité simple. Et puis, lorsqu'on parlait de la mobilité nette, en fait, on arrive avec 20% d'augmentation, ce qui est quand même significatif si on regarde. Et puis, c'est quelque chose d'assez similaire. On voit que c'est 9% pour la mobilité simple en Ontario. Et puis, la mobilité nette était aussi associée avec une augmentation de 20% du niveau de revenu d'emploi, déclaré, avec des effets d'années d'expérience qui sont positifs, sans surprise. Donc, on voit qu'il y a vraiment une augmentation. C'est associé à une augmentation de toutes choses égales par ailleurs, de l'effet moyen de la mobilité sur le logarithme de revenu d'emploi. Pour les sciences infirmières, en fait, il n'y a pas d'effet net qui se dégage au Québec. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a tellement peu de mobilité, donc peu d'observation d'individus quittant la province d'études qu'on n'a pas été capable de dégager un effet net parmi les individus. Ça se peut aussi qu'il n'y ait pas d'effet net, puis c'est ça qu'on observe. Donc, il n'y a pas eu d'effet significatif dans le cas des diplômés des sciences infirmières au Québec. Et puis en Ontario, c'est associé en fait à une augmentation de 6% et à de 8% du logarithme de revenu d'emploi. Du revenu d'emploi. Ce qui arrive maintenant à une discussion sur les résultats, je l'ai mentionné plus tôt. En fait, il y a différents coûts de la vie qu'il faut tenir compte. On parle ici d'une augmentation de 20%. Ces données-là, c'est sur les indices de prix sur la moyenne canadienne de 100. Donc, on a au Québec, si on regarde par exemple l'individu en 2010, en fait, on a 92 pour Montréal, l'indice de prix versus 118 ici. Si on fait le ratio des deux, on arrive rapidement à quelque chose qui est à peu près de 20%. Là. Donc, l'effet d'augmentation de revenus ne serait pas en moyenne suffisant pour compenser les différents coûts de la vie en moyenne pour les individus. Puis, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a des facteurs non pécuniers qui peuvent influencer la prise de décision d'un déménagement. Si, par exemple, et puis il ne faut pas non plus négliger qu'on regarde seulement le revenu 7 ans après l'obtention du diplôme. Si, comme c'est le cas, on le voyait dans les échelles salariales, l'écart a tendance à se creuser entre le Québec et l'Ontario au fil des années. Si on regardait sur un horizon temporel plus élevé, est-ce que si on refaisait les mêmes exercices dans 5 ans, on pourrait dire « Ah, c'est, je ne sais pas, 30% de l'effet moyen », mais est-ce que vraiment pour faire une augmentation de salaire de 10%, est-ce que les individus vont vraiment forcément faire un choix de
quitter, par exemple, un réseau d'amis, la famille. Puis, il ne faut pas non plus négliger, surtout pour les personnes qui sont récemment diplômées, ça doit être un facteur qui pèse énormément dans la balance, les différences dans les programmes sociaux entre les provinces. Donc, les garderies subventionnées qui, sur la période d'études, ce ne sera peut-être pas le cas encore dans les prochaines années, mais sur la période d'études, le programme de CPE du Québec, de garderies subventionnées, c'est certainement un attrait assez fort pour les jeunes familles de ne pas, si vous me permettez l'expression, s'exiler dans une autre province. Donc, c'est probablement ce qu'on ressort de la différence dans le coût de la vie. Donc, si vous me permettez de récapituler, la mobilité des cohortes québécoises est très faible pour les deux groupes et plus de diplômés entrent par année qu'ils n'en sortent au Québec. En général, généralement parlant, les diplômés des sciences infirmières sont peu mobiles. Même si le nombre de diplômés des sciences d'éducation qui est dans la province a légèrement augmenté, on parle en mobilité nette 1 versus 1,5 entre la cohorte 2010 et 2016, ils sont toujours largement compensés par le nombre d'individus qui quittent les autres provinces du Canada pour venir s'établir au Québec. Puis, on se souvient du 7,5 de la taille de la cohorte par année qui entre au Québec, qui ont été formés pas aux frais du Québec. On peut supposer que le Québec sort gagnant de cette entente de libre circulation des diplômés. Et puis, si on vient sur la mobilité, ce qui nous a vraiment sauté au visage, c'est le fait que les diplômés qui ont étudié dans les institutions anglophones étaient plus susceptibles d'être mobiles que ceux ayant étudié dans des institutions de manière prédominante francophone. Les gains de revenus des diplômés ayant changé de province sont pratiquement compensés par les différences des coûts de la vie. Donc, c'est des gains non significatifs dans le cas des infirmières parce qu'on n'arrivait pas à avoir un effet significatif. Et puis, un gain moyen d'environ 20 pour les diplômés des sciences d'éducation face à une différence d'environ 20 en moyenne dans l'IPC. Mais on voyait aussi que Gatineau, par exemple, un individu qui résiderait à Gatineau, c'est peut-être pas tout à fait la même situation si on compare. Donc, ça pourrait être de quoi de géographiquement variable de regarder en fait les gains liés aux revenus d'emploi. Et puis, on se souvient que c'est un effet moyen aussi qu'on présente. Donc, merci de votre attention. Puis, si vous avez des commentaires ou questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante.